La guerre de succession d'Espagne reste pour les Français un très mauvais souvenir. Nous sommes au tout début du XVIIIe siècle et à la toute fin du règne de Louis XIV et ce sont des fiascos militaires qui s'enchaînent. Blenheim, Ramillies, Audenarde, toutes ces localités flamandes ou germaniques cachent en vérité de véritables désastres. Le point commun entre toutes ces batailles, c'est qu'elles ont eu pour vainqueur un même homme, un homme au regard noble, orgueilleux peut-être, aux traits peut-être un peu vieillissants aussi, avec cette perruque comme on pouvait les faire à l'époque. Il s'appelait John Churchill, vous vous dites Churchill, oui, il était duc de Marlborough. Il est en fait un des lointains aïeux du Churchill du XXe siècle, évidemment. Avant la guerre, ce Marlborough était déjà assez célèbre. Outre son don d'officier, il faisait partie des piliers de la cour anglaise, aux côtés de sa femme, Sarah, qui était intime de la princesse Anne Stuart. Cette princesse Anne, elle est devenue en 1702 la fameuse reine Anne, de Queen Anne. Plus jeune, Marlborough a joué un rôle dans l'éviction d'Angleterre des Stuart, qui étaient des papistes, au profit des protestants de la famille royale, quitte à trahir, il faut bien le dire, ceux qui l'avaient aidé à gravir les échelons. Il n'était pas à ça près. Maintenant, il est largement quinquagénaire, la guerre en Europe fait rage, et cette guerre l'a propulsé dans un rôle, à un rang tout à fait extraordinaire. Il est, aux yeux de l'Europe entière, le glorieux bourreau de Louis XIV. C'est Voltaire qui l'écrira. Marlborough, c'est Voltaire qui écrit, Marlborough, déclaré général des troupes anglaises et hollandaises dès l'an 1702, fut l'homme le plus fatal à la grandeur de la France qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. La puissance du couple Marlborough n'est pas pour autant indestructible. Dans le passé, ils ont connu des hauts et des bas, on pourrait presque dire des très hauts et des très bas, et ça a laissé des traces, bien entendu. Ils ont encore, sur un plan politique, des opposants sérieux. Quant à Sarah, elle tente au fil du temps à exaspérer la reine Anne par ses attitudes de plus en plus rudes, volontiers autoritaires. Son mari, lui, va sur le continent conforter son prestige militaire. Il cultive, pour citer encore Voltaire, cette tranquillité de courage au milieu du tumulte. En 1709, c'est bien en partie par son mérite qu'après 8 ans de guerre, Louis XIV et ses alliés ont l'air à genoux. Ils ont dû déserter l'Italie. En Espagne, la situation est pénible. Et puis, il y a ces reculs en Flandre qui sont de plus en plus alarmants. Et pour ne rien arranger, lors de l'hiver 1709, il y a ce froid glacial qui ravage l'Europe. On appelle ça le grand hiver avec un Y, vous savez. Alors, Versailles, à ce moment-là, n'a guère le choix. Il faut travailler à de durs préliminaires de paix. Ah, ça, pour Louis XIV, ça n'est pas très simple. Marlborough est un des grands acteurs de cette paix. Seulement, voilà, les coalisés vont se montrer féroces. Ils veulent quantité de villes, de places, de régions. Ils songent même à ce que Louis XIV s'en prenne au roi d'Espagne, Philippe V, son propre petit-fils. Et ça, pour le vieux roi, c'est la gifle de trop en plein visage. Rappelez-vous la lettre que Louis XIV adresse aux Français. C'est François Bluch qui nous en parle dans son dictionnaire du grand siècle. Il parle de Louis XIV, il usa d'un procédé insolite, celui d'un appel à l'opinion de ses sujets pour leur expliquer la situation et les associer à sa détermination. Cet appel du 12 juin 1709 devait faire comprendre aux Français que la prolongation de la guerre ne dépendait point du roi. Et François Bluch cite un extrait de cette célèbre lettre de Louis XIV directement adressée à ses sujets. Plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions, de sorte qu'ajoutant chaque jour de nouvelles demandes aux premières et se servant soit du nom du duc de Savoie, etc., le roi Louis XIV parle à ses sujets comme s'ils étaient membres de son conseil. Louis XIV refuse un rameau d'olivier qu'il juge beaucoup trop chargé d'épines. Pour Marlborough, ça veut dire une chose, à lui, du haut de son beau cheval, à lui l'arme à la main, à lui de rabattre une fois de plus l'orgueil de ces Français décidément inflexibles. En résumé, Marlborough s'en va en guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et il y a un front qui est essentiel, évidemment, c'est la Flandre. Voilà le point sur lequel va appuyer Marlborough, qui entend transformer cette Flandre en corridor vers Paris. Il est à la tête d'une jolie armée, faut vous le dire. À son côté, un général de génie avec qui déjà il a fait des étincelles par le passé, le prince Eugène, qui lui, de son côté, sert l'empereur germanique. Mais est-ce que Marlborough est aussi sûr qu'il en a l'air? En vérité, peut-être pas. Les conditions sur le terrain ne sont pas si bonnes et la France, qui certes a été très meurtrie, très blessée, la France reste coriace. Dans une récente biographie de Marlborough, Clément Houry nous donne l'idée de ce récit. Marlborough sait qu'il a face à lui un obstacle redoutable, la ceinture de fer, cette double ligne de forteresse érigée par Vauban. Ce général qui aime le mouvement craint de se voir contraint à grignoter lentement, ville après ville, les positions adverses. Les lettres de l'été 1709 laissent à penser qu'il est sincèrement dépité d'avoir laissé passer la victoire diplomatique totale qui s'offrait à lui. Rien ne permet d'espérer, confie-t-il, que nous aurons à la fin de la campagne de meilleures conditions que celles qui sont dans les préliminaires. À moins qu'une bataille ne vienne précipiter le destin, nous dit Clément Houry. Justement, dès la fin de cet été 1709, il y a un grand combat qui est là, qui se dessine. On n'est pas loin de Malplaquet, dans la campagne à côté de Maubeuge. Marlborough réalise que les Français cherchent l'affrontement. Eh bien, il ne se laisse pas intimider. Il sollicite l'appui du prince Eugène. Cette bataille, il le sait, ce sera la bataille de tous les dangers. Vous écoutez Radio Classique. Marlborough et le prince Eugène ont des troupes très importantes, 85 000 hommes. Côté français, le maréchal de Villars, qui est aussi avec le maréchal de Boufflers, accuse un déficit d'au moins 10 000 hommes. Et on manque de canons, on n'a pas beaucoup d'artillerie côté français, plus beaucoup en tout cas. Entre les deux armées, un goulot dessiné par deux forêts, et c'est là que, le 11 septembre 1709, tôt, les soldats vont avancer et se jeter les uns sur les autres. Et sans tarder, l'affrontement tourne à l'effusion de sang. C'est une véritable boucherie. Les tirs fusent, les déflagrations qui transforment tous ces hommes en charpies. Marlborough est à l'affût. Il tente de prendre l'avantage sur les troupes du solide Boufflers. Or, bientôt, voilà qu'une nouvelle arrive. C'est que Villars est blessé. Peut-être même que le maréchal de Villars, le commandant français donc, est blessé grièvement. Je cite André Corvisier. Alors Marlborough lance 15 bataillons dans la trouée et la cavalerie hollandaise. 3 heures durant, les cavaliers français contre-attaquent. Vers 3 heures, l'artillerie française qui a consommé 8000 boulets n'a plus que 400 coups à tirer. Boufflers ordonne une retraite qui se fait en bon ordre. Ce jour-là, à Malplaquet, Marlborough et Eugène, du reste, l'emportent sur le papier. En même temps, c'est pas l'apothéose qu'ils espéraient. La France a démontré sa capacité de résistance. Elle compte beaucoup moins de morts, en vérité. Les généraux décoalisés doivent réaliser que leur progression va être lente, va être épuisante même. Je cite encore Clément Houry, « La victoire est amère », dit-il. Les Néerlandais sont scandalisés d'avoir subi l'essentiel des pertes. Les ennemis de Marlborough à Londres y voient la preuve que le coût humain et financier du conflit ne justifie plus sa continuation. Accablé par les mauvaises nouvelles, éprouvé par les fatigues du combat, le duc doit s'aliter en proie à des maux de tête terribles. Ah, on se dit, le colosse est à terre. Non, il va se relever néanmoins. Et puisque le grignotage des lignes de défense françaises est pour l'instant la solution qui s'impose, eh bien, il va continuer avec cette espèce de ténacité qui le caractérise. Et en parallèle, il espère que les pays coalisés vont enfin baisser un peu leurs exigences vis-à-vis de Louis XIV pour qu'on arrive à une paix profitable aux coalisés. Problème, qui sacrifierait ses demandes. Les alliés anti-français vont se perdre en palabres. Et surtout, ils doutent les uns des autres. Marlborough lui-même est l'objet de suspicions qui le minent. Il se murmure qu'il cherche surtout à assurer un joli avenir en sous-main pour lui et son clan. On lui prête un désir de faire échouer les efforts de paix pour servir ses intérêts, ceux d'alliés, ou pour rester indispensable sur l'échiquier politique. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de rumeur qui court. Lui, qui à sa naissance n'appartenait, selon les mots de l'historien Adendorf, qu'à une famille aristocratique mineure, est vu comme une sorte d'arriviste sans franchise, qui n'en a jamais assez en termes de titres, de fortune, de pouvoir. D'ailleurs, on l'appelle King John.
La reine Anne ne paraît pas totalement insensible à ces attaques, il faut bien le dire. Elle n'hésite pas à vexer ce général qu'elle trouve elle-même trop ambitieux. Elle décline un certain nombre des requêtes qu'il a pu lui faire et en 1710, elle nomme d'importants officiers militaires en ne l'impliquant pas dans les choix qui sont faits. Et il y a pire. Les ennemis de Marlborough, les Tories, prennent l'ascendant au cœur du pouvoir anglais, y compris à la Chambre des communes. Et ce qui veut dire que l'étoile du général est en train de pâlir, et de pâlir de plus en plus. Il tente comme il peut de contenir les haines, il essaie de faire tomber celle qu'il voit comme le mauvais génie de la reine, c'est-à-dire la célèbre Abigail Masham, sorte de remplaçante de sa femme dans le cœur d'Anne qui aimait bien les dames. Ces menées souvent vont se retourner contre lui parce qu'il n'est pas très habile dans ses attaques. Et en face, les coups de semonce se font de plus en plus brutaux. Son épouse Sarah, qu'Anne maintenant ne supporte plus du tout, est carrément renvoyée de la cour. Et Marlborough est ébranlé. D'ailleurs, ça se voit, il a maigri, il a les yeux hâves. À lui de prouver sur les champs de bataille qu'on lui doit un peu plus de respect que ce qu'on lui montre à Londres. Or, les campagnes de 1710 et 1711 sont décevantes. C'est vrai que Marlborough avance encore avec un certain brio, mais à un rythme qui fatigue tout le monde. De quoi donner de l'eau au moulin des Tories qui veulent désengager avantageusement le royaume de la guerre. L'un des éléments de leur plan, c'est maintenant d'accélérer leur travail de sape contre Marlborough. Ils ont compris que tant qu'ils seraient là, ils n'arriveraient pas à leur fin. Et à l'automne 1711, il y a un certain nombre de plumes dont on sait très bien qui les finance. Parmi les plumes en question, il y a Jonathan Swift d'ailleurs, des plumes qui se mettent à éreinter le général, notamment au sujet des détournements de fonds qu'il a pu pratiquer dans l'exercice de ses fonctions. La reine écoute tout ça d'une oreille peut-être un peu trop complaisante et surtout, elle va en tirer les conséquences. Le 31 décembre, raconte Clément Houry, Anne Stuart, elle écrivait à Marlborough pour le démettre de l'ensemble de ses charges. Sans un entretien, sans même avancée de justification, elle mettait un terme à une carrière militaire où il n'avait jamais failli. De rage, Marlborough jeta la lettre au feu. Franck Ferrand sur Radio Classique. À force de dénoncer les mauvaises actions de Marlborough, on finit par avoir une instruction à la Chambre des communes. Il a 61 ans maintenant, le général, et il va répondre, évidemment, il rend coup pour coup. Oui, il a tiré une manne plus que substantielle de sa position, mais il affirme que tout s'est fait dans les règles. Il assure aussi que ce trésor a servi à s'attacher d'onéreux informateurs. C'est ce qui a permis de remporter un certain nombre de victoires. C'est vrai qu'on a souvent tendance à négliger le renseignement dans ces questions de guerres anciennes. La polémique prend l'allure d'une espèce de guerre politique. La Chambre est chauffée à blanc et on a bien l'intention chez les Tories, chez les conservateurs, si vous voulez, de régler le sort du général. Attendorf nous dit « Le 24 janvier 1712, les communes votèrent par 265 voix contre 155 que sa conduite avait été injustifiée et illégale. Le gouvernement ne mena pas plus loin les poursuites, même s'il les maintint comme une menace. » Marlborough n'est pas vaincu, en tout cas il ne s'avoue pas vaincu. Il essaie encore d'avoir de l'influence. Il se bat pour que l'Angleterre ne déserte pas les combats avant d'avoir, avec ses alliés, mieux réglé son sort à Louis XIV. Mais on ne l'écoute plus. En fait, Londres négocie une paix séparée maintenant. Elle se concrétise, cette paix, au beau jour. Les coalisés perdent alors un de leurs poids lourds, puisque dès la fin de juillet 1712, alors que Marlborough s'est replié à la campagne, il apprend que son ancien adversaire, le maréchal de Villars, reprend la main en Flandre et qu'il a battu le prince Eugène à Denain. Et oui, ça vous rappelez cette victoire de Denain en 1712, victoire pour la France, et échec évidemment pour les coalisés et pour l'Angleterre tout particulièrement. Est-ce que Marlborough aurait pu éviter cette défaite? C'est difficile à dire. Pendant l'automne qui suit, les Marlborough obtiennent quand même de s'expatrier. Ils prétendent partir se remettre de leurs déconvenues sous le soleil de quelques beaux coins d'Italie, mais en réalité, des voitures les conduisent chacun à travers les États germaniques.
Le climat est moins tendre qu'en Italie, mais les perspectives politiques y sont peut-être plus claires, puisque le général, ce général qui a été tellement maltraité à Londres, semble vouloir être à portée de la famille princière de Hanovre, qui est la plus proche parenté protestante de la reine Anne. Autrement dit, puisque la souveraine Stuart n'a évidemment pas d'enfants survivants, eh bien Marlborough va tenter de réchauffer ses relations avec ce qui pourrait bien devenir la nouvelle famille royale britannique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans son exil, Marlborough a, comme souvent, deux fers au feu. Il a l'habitude. D'un côté, il travaille à assurer l'avenir royal de la famille de Hanovre, et de l'autre, il laisse entrevoir une possible aide à la candidature royale du frère catholique de la reine. Ben oui, on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, il semble chercher à assurer son avenir, cet homme-là, comme toujours, et il y parvient. Le pouvoir britannique est inquiet de le voir frayer trop librement en eau trouble, ce poisson dont on se méfie chaque jour un peu plus, et on juge préférable d'effacer son ardoise judiciaire au Royaume-Uni. Ce sera peut-être plus efficace. Au gré d'événements qui seraient peut-être un peu longs d'expliquer là maintenant, Marlborough va réussir à s'ouvrir la voie d'un possible rétablissement aux plus hautes fonctions politiques de son pays. Seulement début août 1714, alors qu'il rentre sur un bateau malmené par la forte houle de la mer du Nord, une nouvelle frappe l'Angleterre, et c'est que la reine Anne vient de passer de vie à trépas. Alors là, c'est le prince protestant Georges de Hanovre qui accède au trône. Le changement de dynastie, note Clément Houry, se déroule avec tant de fluidité que Marlborough n'a pas l'occasion d'y jouer un rôle. Il n'aura pas pu se montrer indispensable. Ça n'empêche pas celui qu'on appelle maintenant Georges Ier de lui témoigner d'une certaine considération, même d'une grande considération. On lui rend ses titres notamment. Seulement, Marlborough ressemble bien plus maintenant à une vieille gloire qu'on vient consulter, qu'on ménage et surtout qu'on tient à vue, qu'à une figure qu'on voudrait réellement voir tenir la barre politique du royaume. Il est enfermé dans une sorte de statut tout à fait éminent, mais qui peu à peu va devenir un statut presque accessoire. Le crépuscule survient. En 1716, il y a de probables accidents vasculaires, des AVC comme on dirait nous aujourd'hui, qui finissent par l'affaiblir. Alors là, vraiment sans retour. Le grand homme se débat pour essayer de revenir, mais un problème vasculaire de trop dans sa boîte crânienne aura raison de lui en 1722. Cette fois, aucune intrigue à trois bandes, aucune audace formidable, aucune trouvaille tactique n'aura pu sauver ce général revenu de tout. Vous écoutez Radio Classique.